Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir, et oui ça faisait longtemps. Le film d'aujourd'hui s'appelle La mort vous va si bien, Death Becomes Her. Il est réalisé par Robert Zemeckis, il est sorti le 23 décembre 1992, et oui ça date. Et je l'avais vu au cinéma, et oui, en version française, je suis aussi vieux que ça, c'est vrai, et je l'ai revu à la télévision dernièrement, en version française toujours. Je ne l'ai jamais vu en version originale, je dois l'admettre. Oui, je l'avais vu au cinéma, mais je reviendrai là-dessus après. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce film ? En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler d'un vieux film, et de ce film qui n'est clairement pas un chef-d'œuvre, ou un grand film même. Je vous avais parlé comme ancien film, je vous avais parlé je vous avais parlé des Moissons du ciel, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je vous avais parlé de Vieux fusil, qui pour moi est un chef-d'œuvre, qui est vraiment un film magnifique. Donc je me suis rendu compte que j'avais parlé de vieux films, mais essentiellement de films que je trouvais vraiment excellents et qui sont communément acquis comme étant au minimum très bons. Alors qu'en fait, il y a plein d'anciens films dont j'ai envie de parler et qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais qui méritent qu'on les revoie pour différentes raisons. Et en plus, j'avais vu ce film quand j'étais gosse, et j'avais le souvenir de m'être amusé. C'était un bon souvenir. Et j'avais trouvé ce film étrange pour moi, parce que j'avais 12 ans, et je vais vous expliquer un petit peu le pitch et tout ça, vous allez voir. C'est quand même assez particulier d'aller voir un film comme ça quand t'as 12 ans. Je crois que c'était des amis de mes parents qui nous avaient emmenés voir ça. On n'allait pas souvent au cinéma. Je viens d'une famille nombreuse, donc aller au cinéma, ça coûtait cher, hein, tout de suite, de payer 5-6 billets de cinéma d'un coup. On le faisait pas souvent, je peux vous le dire tout de suite. Donc ces amis-là nous ont invités au cinéma, on y allait, et puis ils nous ont emmenés voir ce film. J'imagine pensant que c'était une comédie tout public. Oui, ça l'était plus ou moins, puisque c'est une comédie horrifique, mais vous allez comprendre pourquoi c'était un petit peu limite quand même. Un petit peu, hein, pas trop quand même. Mais en même temps, parler de ça, ça me permet de vous dire que La mort vous va si bien, donc Death Becomes Her, j'aime beaucoup le titre original, est un film important dans l'histoire du cinéma parce que il a fait partie de ces films qui ont commencé l'arrivée de l'image numérique dans le cinéma, avec Terminator 2 de James Cameron et Jurassic Park qui a été fait l'année suivante. Si je dis pas de bêtises, qui sont tous les deux sortis l'année suivante, ou la même année, je sais plus. Jurassic Park est sorti l'année suivante, et je crois que Terminator 2 est sorti juste avant, l'année d'avant peut-être, je suis plus certain, mais ces films qui ont tous les deux marqué l'histoire du cinéma avec l'arrivée en force de l'image numérique, Terminator 2 avec le fameux cyborg en métal liquide, le T-1000, et Jurassic Park évidemment avec les dinosaures. D'ailleurs, les deux films partagent, Jurassic Park, excusez-moi, et La mort vous va si bien, partagent le même chef décorateur, Rick Carter, et le même chef-op, Dean Cundey, des gens qui font partie des pionniers de l'image numérique, et qui vont être sur tous les plus grands projets de films à effets spéciaux d'Hollywood pendant un long moment. Dean Cundey, il a aussi fait Jumanji, je crois, derrière, qui était aussi un gros film à effets spéciaux avec des animaux numériques. Bon bref, vous voyez le truc, quoi. Et donc, La mort vous va si bien fait partie des films qui ont permis de développer ces différentes technologies. C'est un film avec de gros effets spéciaux, impliquant des prothèses, des animatroniques, et donc les débuts des CGI. D'ailleurs, le film a eu plusieurs prix, notamment un Oscar et un British Awards pour les meilleurs effets spéciaux. Et à l'époque, c'était mérité. Il faut l'entendre, hein, je vais expliquer ça après dans le développement du film. Le film est réalisé par Robert Zemeckis. Alors, Robert Zemeckis, immense réalisateur, est-ce que ça vaut le coup la peine de présenter ? Oui, un petit peu, faisons vite. C'est un immense réalisateur, mais surtout pour les fans de cinéma de genre et les geeks, parce que c'est le réalisateur notamment des Back to the Future, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, Castaway, Seul le monde, Forrest Gump, The Legend of Beowulf, la légende de Beowulf, et dernièrement, je crois il y a 4 ou 5 ans, The Walk, le fameux film où Joseph Gordon-Levitt marchait sur une ligne entre deux grands immeubles. Film que j'avais vu et dont j'ai pas compris grand-chose, j'étais fatigué, je pense que c'était à l'époque où ma petite fille venait de naître, on dormait pas beaucoup, et du coup j'ai pas compris grand-chose, et j'ai dû voir que le fossoyeur de film et plein d'autres critiques disaient que c'était un chef-d'œuvre absolu, donc j'ai fermé ma bouche parce que moi je m'étais emmerdé, mais je pense franchement que je l'avais très mal vu, donc je vais fermer ma bouche et me ranger à l'avis de mes maîtres, et dire que c'est très bien. Voilà, donc non, sachant que Robert Zemeckis c'est un sacré réalisateur. Je sais que peu de gens en parlent, mais moi j'ai beaucoup aimé La légende de Beowulf, qui est un des premiers films en performance capture. J'avais mis quelques images dans ma vidéo à images. Oui, je fais des vidéos avec des images. Oui, ça arrive. Notamment ma dernière vidéo, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne sur Avatar. Hein, vidéo, prenez votre temps, prenez-vous un bol de popcorn, un bon petit, comment dire, soda dont je ne dirai
pas la marque, parce que ça suffit de les soutenir comme ça partout. Et oui, je sais, je suis un anti-américain primaire, c'est assez minable. Et donc, j'arrête de digresser, et mettez-vous devant cette vidéo de Avatar. Vous me ferez plaisir en me donnant votre avis dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. Quoi qu'il en soit, j'avais fait un petit passage en expliquant ce qu'était la performance capture, et à quel point Avatar avait botté le cul à tous les films qui avaient fait de la performance capture avant. Parce que la performance capture avant donnait souvent des personnages avec des regards vides. C'était un peu des poupées sans vie. Il y avait un film, notamment le Pôle Express, où c'était carrément flippant. Et La Légende de Beowulf est un film qui était très subtil, un film d'animation adulte, vraiment. Très intéressant dans son écriture, et qui est malheureusement assez difficile à regarder maintenant, parce que il y a toujours ce vide dans le regard des personnages, et le film n'avait pas encore franchi ce problème, ce qui fait que du coup c'est un film qui est malheureusement mal aimé, à juste titre, mais qui reste, je trouve, très intéressant dans son écriture, très adulte. Je ferai probablement un podcast dessus, honnêtement. Donc bref, Robert Zemeckis, réalisateur de plein de films très intéressants, grand réalisateur, immense réalisateur. Beaucoup de films marquants dans l'histoire du cinéma, je vais pas tous vous les redire. Hein. Je suis clairement pas un spécialiste de sa cinématographie, mais si je devais définir son style de manière un peu profane, je dirais que c'est un style hollywoodien naïf. Il y a souvent des choses qui reviennent. Hein. C'est souvent des films qui sont plus des fables, avec un héros naïf qui vit de grandes aventures, évidemment, Forrest Gump. Même dans Seul au monde, le personnage principal est pas naïf, mais le monde qui se crée finit par l'être. Notamment par la solitude. Dans Retour vers le futur, pareil, Marty est quelque part le héros qui subit les événements, qui a une sorte de bon cœur au fond, enfin vous voyez, voilà, c'est un peu, il a toute une univers comme ça. Après il a fait des films un peu différents, hein, faut être clair, hein. Mais globalement dans sa filmographie, c'est les films qui ont le plus marqué le grand public. Il a aussi un goût de la métaphore, j'ai envie de dire frontale, alors est-ce que c'est de la métaphore si c'est frontal, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Seul au monde, clairement une métaphore de la nécessité d'autrui, Forrest Gump et l'importance de la générosité dans la vie, le fait d'agir est toujours plus important, les gens qui agissent seront toujours plus importants que les gens qui analysent, réfléchissent, se demandent tout le temps ce que le regard des autres va penser d'eux, bref, un grand maître de la métaphore de cinéma, et toujours avec un grand sens de l'épique, hein, Forrest Gump, où toute sa vie est épique, chaque moment de sa vie est épique. Enfin voilà, je vais pas reprendre tous ces films. Hein. Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est franchement une histoire très... sous couvert d'être une histoire comme ça, de détective un peu dans le style, entre guillemets, du cinéma policier des années 30 ou des 50s. Et clairement une histoire épique et dingue. Enfin voilà, un grand sens de l'épique. Globalement, ça correspond bien à sa filmographie, même s'il y a des contrastes, hein, comme je le disais, parfois c'est un immense réalisateur, parce qu'il était capable de faire des choses très différentes. Encore une fois, La Légende de Beowulf est très adulte, et La Mort vous va si bien est un petit peu différent, même si c'est quand même un réalisateur grosso modo de films épiques avec un bon sens de la comédie. Là c'est un peu plus une comédie horrifique, à la limite de la caricature. Ça m'a presque fait penser à Mel Brooks avec son film Frankenstein Junior, qui est clairement une parodie de Frankenstein, hein, qui est une blague avec... pas Gene Kelly, pardon. Alors là, le nom de l'acteur principal me revient pas, je vais vous dire des bêtises. Mais bon, si vous avez l'occasion de voir Frankenstein Junior, c'est une bonne comédie parodique, assez sympa, qui a... Il faut voir ça avec une certaine légèreté. Hein. C'est clairement pas, je trouve, un grand film, mais c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma parce qu'il est arrivé au bon moment. C'était une comédie de musical aussi, avec des chansons et des choses comme ça. C'était pas mal du tout, ça reste un film tout à fait sympathique à regarder. Et La Mort vous va si bien renvoie un petit peu par ça, par tout un côté musical, notamment dans son début, mais je vais vous en parler après. Je trouve même que quelque part dans La Mort vous va si bien, il y a un petit côté Joe Dante, avec ce côté comédie horrifique. Finalement, Robert Zemeckis a peu fait, voire plus fait de comédie horrifique après, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, il se débrouille plutôt bien, parce que comme je disais, La Mort vous va si bien a une position dans l'histoire de l'art et du cinéma très importante, puisqu'elle a fait partie de ces 3-4 films qui ont développé très fortement le développement des images numériques au cinéma. Mais de là à dire que c'est aussi bon que Terminator 2 ou Jurassic Park, non, on va quand même pas aller jusque là, hein, mais c'est pas si mauvais non plus. Parce que le film a des critiques très mitigées. Déjà à sa sortie, hein, il y avait une certaine lucidité sur ses qualités et ses défauts, et encore aujourd'hui. Mais de là à dire que c'est un mauvais film, non. Je vais revenir là-dessus, c'est pas si mauvais. Mais on va d'abord donner le pitch.
Parce que la plupart d'entre vous, j'imagine, ne l'ont jamais vu. Hélène est sur le point d'épouser Ernest, mais avant, Ernest doit passer le test Madeline Ashton. Star hollywoodienne sur le déclin, Madeline est l'amie d'enfance d'Hélène, mais surtout elle est la rivale qui lui a pris tous les hommes qui ont compté pour elle dans sa vie. Et malheureusement, Ernest échoue lamentablement au test et finit carrément par épouser Madeline, laissant Hélène traumatisée. 7 ans plus tard, Hélène est devenue obèse et psychotique, ne rêvant que de tuer Madeline. Encore 7 ans plus tard, alors que Madeline est une caricature de vieille actrice refusant de vieillir et Ernest un maquilleur de cadavres alcooliques, leur mariage étant un échec complet et total, mais ils sont très très riches tous les deux malgré tout, ils reçoivent une invitation à la sortie du nouveau livre d'Hélène. À la soirée de présentation du livre, ils se rendent compte que non seulement Hélène semble avoir perdu tous les kilos en trop, mais elle semble même avoir rajeuni de 10 à 20 ans. La mort vous va si bien, c'est une histoire vaudevillesque, typique, avec le mari, la femme, l'amante, vraiment, mais avec un humour constant, flirtant avec la caricature, et le macabre, et assumant complètement le macabre. Le thème principal du film est l'image de soi, et notamment la recherche de la jeunesse éternelle, irrigue la mise en scène, au moins de la première partie. Parce que plus le film avance, plus les effets spéciaux sont présents, et en fait plus la comédie prend le pas sur le sens du film, je trouve. Je vais donner un exemple tout bête, mais on a un plan au début du film où Madeline se réveille, elle est réveillée par sa servante dans une immense maison. Alors là, c'est carrément ce qu'on appelle une mansion en anglais, c'est un manoir, quoi. C'est un truc de fou. Oui, je retrouvais plus le mot. Décidément, à force de mettre des anglicismes, je vais vraiment passer pour un pédant, mais pas du tout, c'est juste que je retrouve pas mes mots. Voilà. Autant dire que c'est pas du tout un signe de prétention du tout de ma part. Hein. Ne comprenez pas ça comme ça, et j'arrête mes digressions stupides, ça ne nous intéresse pas donc. Dans le plan de réveil de Madeline, au début du film, on commence le plan en fait en faisant un travelling arrière très léger. On voit la servante entrer dans la chambre, ensuite le visage de Madeline qui a plein de patchs et de choses pour maintenir, vous savez, le millage, toutes ces techniques très anciennes pour maintenir la jeunesse du visage, qui sont évidemment illusoires, mais bon, qui peuvent se comprendre. Donc on voit son visage arriver dans le plan, le travelling arrière continue, jusqu'à ce qu'on sorte carrément du miroir et qu'on se rende compte qu'on voyait toute la scène au travers d'un miroir. Et ce qui subtilement montrait à quel point le personnage vit au travers de son image. C'était des effets de mise en un effet de mise en scène très efficace, très intelligent pour faire sentir à quel point le personnage ne vit que dans comment dire, l'éthérité de son visage, si je peux dire. Et en fait, même s'il y a plein d'autres plans comme ça qui dans la première partie du film sont très forts de sens, notamment aussi sur le personnage d'Ernest et son alcoolisme, hein, c'est très réussi, ou le fait que lui travaille au départ est un chirurgien esthétique et en fait il devient ensuite comment on peut dire ça, il maquille les cadavres en fait pour leur donner un bel aspect pour les cadavres de riches, pour qu'ils soient jolis au moment de la représentation de leur corps, au moment des enterrements. Mais on a finalement, après, plus le film avance, on n'a plus vraiment de symbole aussi fort ensuite. La mise en scène devient plus moyenne, elle est servie par des effets spéciaux dingues, pour l'époque, et encore pas mal du tout aujourd'hui, mais elle fait clairement un pas en arrière. Il y a un exemple célèbre, c'est la femme désarticulée qui marche la tête retournée. Je vous passe les détails du pourquoi du comment, j'ai vraiment pas envie de vous déflorer ce film, qui est très sympathique, donc je vais pas le faire. Mais grosso modo, vous avez un personnage qui a la tête retournée et qui commence à marcher, et le plan est la suite de plans sur le personnage est très très réussie, je trouve. Il y a vraiment plusieurs plans dans cette séquence qui marchent encore très très bien. Ça a demandé l'utilisation d'une doublure avec des prothèses, d'animatronique et de CGI, un truc vraiment un taf de dingue. D'ailleurs, c'était le premier film, et c'est pour ça que c'est aussi un pionnier, où on essayait vraiment d'imiter de la peau humaine avec des CGI, avec des images numériques. Et même si c'est un peu trop flou par moment, et ça se voit qu'il y a beaucoup de moirage pour faire passer un petit peu le côté numérique, je trouve qu'aujourd'hui ça reste encore pas mal du tout, honnêtement, ça a plutôt bien vieilli, c'est pas parfait, hein. Il y a des plans qui jurent, mais dans la séquence je trouve que l'équilibre trouvé reste quand même assez bluffant. Mais comme je le disais, en termes de sens et de mise en scène,
grosso modo, Zemeckis a choisi de laisser la place à l'effet spécial et on a beaucoup moins de recherche sur ce que veut dire la séquence. Au final, ça reste de la tribulation, de la mise en scène efficace, ça perd un peu en personnalité. Peut-être aussi parce que lui-même était un petit peu perdu face au CGI, ne savait pas encore tout à fait ce qu'il pouvait faire ou demander avec cette mise en scène, et c'est pas anodin que ce soit un réalisateur qui ait fait les retours vers le futur avant, si je dis pas de bêtises, oui, avant, et qu'il ait poussé souvent les effets spéciaux très très loin, et qu'il ait réussi à faire de la mise en scène avec, et que là, face à un premier film avec CGI, il a dû peut-être, c'est mon impression, hein, peut-être aussi que le scénario était moins réussi, mais je reviendrai là-dessus, après, et lui permettait quelque part pas d'aller aussi loin dans sa mise en scène et dans ce qu'il avait envie de développer dans l'histoire. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est ah zut, je me suis perdu dans mes notes, excusez-moi. On a le deuxième exemple que j'avais avec les effets spéciaux aussi qui prennent le dessus sur la mise en scène, mais qui sont encore une fois intéressants. Hein. C'est un cadavre de femme qui est impressionnant, le maquillage de la peau notamment, cadavérique est très réussi, les yeux qui sont délavés comme ça, c'est très réussi. C'est pas réaliste du tout, mais je trouve que ça fonctionne bien, ça donne un côté zombie qui est à la limite du glauque, qui est très réussi. Le film assume en ce sens-là, et c'est pas anodin d'avoir Robert Zemeckis dans ce genre de film, assume complètement le côté comédie macabre, qui était très, très à la mode, je pense, dans les années 90. Je suis plus sûr, mais je crois qu'il y avait pas mal de comédies comme ça dans les années 90. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Je trouve, c'est mon impression peut-être, mais j'ai l'impression qu'on a plus au cinéma, ou des films de peur très assumés, violents, gore, comme ça, mais la comédie macabre, c'est plus trop au goût du jour. À vue de nez, j'en vois plus trop à Hollywood ces derniers temps, mais détrompez-moi, hein, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous pouvez me le faire remarquer si j'en ai raté beaucoup, si simplement c'est peut-être un cinéma que je vois pas passer parce qu'il m'intéresse pas. Bref, mais en tout cas, j'ai plus l'impression qu'on en fait autant des comédies horrifiques comme ça. Et surtout des comédies horrifiques qui assument aussi bien le côté macabre du personnage. Et là, en l'occurrence, ce cadavre de femme est vraiment... c'est vraiment un moment glauque. Avec d'autres, hein, dans le film d'ailleurs, il y a un moment donné où tu as des vertèbres qui sont coincées au niveau du cou. On est vraiment dans de la comédie d'horreur, quoi. Ça fait froid dans le dos de voir l'effet spécial est très réussi. Et d'ailleurs, on a un docteur qui réagit dessus en faisant aïe en voyant le truc, et c'est très très drôle, c'est très réussi. Ça mêle de l'effroi et de la comédie de manière très très efficace, parce que c'est assumé jusqu'au bout, que les effets spéciaux sont très bien faits. C'est typiquement le genre de comédie qui peut pas être fait par un réalisateur qui n'a pas une bonne connaissance des effets spéciaux, je pense, ou qui n'a pas une équipe d'effets spéciaux qui est prêt vraiment à se couper en quatre, pour se couper les cheveux en quatre pour que ça fasse de la mise en scène, pas seulement un effet spécial réussi qui fonctionne avec la mise en scène du film. Et là, en l'occurrence, on a du bon taf, je trouve, notamment dans ces moments précis-là, ces moments d'un petit peu de glauque, comme ça, de comédie horreur. Et en plus, ce personnage de cadavre a un trou dans le ventre, et se promène avec donc ce trou, hein, et c'est très réussi globalement. Il y a notamment un plan où le personnage s'assied sur un canapé où il y avait planté un pieu en bois, je vous passe les détails, et le pieu passe par le trou de son estomac. C'est un plan qui est assez célèbre, et je trouve qu'il a bien vieilli, ce plan, ça reste plutôt réaliste. Alors bon, faut pas me dire ce que j'ai pas dit, il y a certains fonds bleus qui sont parfois limites et qui fonctionnent pas très bien, mais ce plan-là, notamment, parmi d'autres, est très très réussi. Ça a bien vieilli, franchement, c'est assez étonnant. Le taf avait été bien fait. Le film a plutôt bien vieilli, parce que je trouve que les effets spéciaux restent globalement assez efficaces. Il y a des trucs qui jouent un peu, il y a des fonds bleus, c'est clair qu'on n'est pas au niveau de précision actuelle du numérique et de la HD, mais pour un film de 92, ça reste assez bluffant, je trouve. Le film a bien vieilli aussi parce que, même si la mise en scène est un peu random sur la fin, hein, comme je disais, on n'a plus de métaphores et de plans de mise en place ou de continuation du sens qui soient aussi forts que celui dont je parlais avant, ou les quelques 2-3 plans. C'est très très bien fait, c'est de l'excellente mise en scène de cinéma. Après, ça devient un peu plus random et ça va un peu de... Les péripéties et la comédie emmènent le film. Donc, du coup, ça perd un peu en qualité, je trouve, en profondeur notamment. Mais il y a quand même une maîtrise du rythme qui fait que ça reste de la très bonne comédie. Hein. Pour découper un petit peu le découpage du film, on a une intro qui est vraiment drôle et efficace, avec, comme je disais, la présentation de Hélène, de Ernest, du rôle un peu de briseuse de ménage de Madeleine.
Et ensuite, on a une mise en scène impeccable au niveau du sens, puisqu'on voit que Ernest est chirurgien esthétique, puis maquilleur de cadavres, et ça va avoir beaucoup d'importance en termes de sens. Ça emmène le film vers le macabre sans le dire, et c'est très bien amené. On a une intrigue policière quand c'est nécessaire, mais avec beaucoup d'humour et d'efficacité. On a notamment Hélène, à un moment donné, comme je disais, qui a clairement envie de tuer Madeleine, et qui explique comment le faire, et on voit mis en scène le meurtre fantasmé avec Hélène et Ernest qui ont des habits, qui ont des smokings blancs, toute la mise en scène qui joue beaucoup sur de la comédie grossière. Notamment, il y a un détail comme ça où il dit on va faire comme si elle avait un peu trop bu, et il y a une cinquantaine de bouteilles de vide dans la voiture, vous voyez des exagérations comme ça, un côté comédie. Comme je disais, le film va par moments vers la caricature et la frôle complètement. Donc vous verrez, c'est assez bien foutu. Il y a l'arrivée du fantastique ensuite dans le film est amené avec mystère et emphase, ce qui lui donne beaucoup de vraisemblance et de poids. Et ça, c'est une vraie réussite, un vrai sens de la mesure que Robert Zemeckis peut avoir, puisqu'il sait ce que ça veut dire que d'amener du fantastique dans le quotidien et faire en sorte que le spectateur arrive à y croire. Évidemment, c'était le réalisateur des Robert Zemeckis. Qu'est-ce que je raconte ? C'était le réalisateur des Retours vers le futur, donc il savait faire ça. Et ensuite, les enchaînements de quiproquos et les retournements de situation sont rythmés et généreux. Je veux pas dire ce que c'est, mais il y a le gag de la tête écrasée notamment, où quand je dis que le film est généreux, c'est qu'il y a des choses des effets spéciaux dont ils n'avaient pas besoin, et ils se sont cassés la tête à le faire, des trucs qui à l'époque étaient des véritables tours de force, et ils l'ont fait parce que c'était marrant, parce que c'était sympa, parce que ça donnait du rythme au film. Vous voyez, ça c'est un vrai talent de la part de Zemeckis de demander à son équipe technique d'effets spéciaux et tout ça, de taffer avec eux pour faire des choses que personne n'a vues à l'époque, et surtout parce que c'est ça qui emporte le bouquet, c'est ça qui fait que le film devient une vraie comédie. Une bonne comédie, c'est une comédie généreuse. C'est une comédie qui est mesurée dans ses effets, mais qui en même temps n'est pas en mode on va garder la main sur le frein à main. C'est vraiment on y va à fond. Au tournage, on fait un maximum de trucs et on en enlève. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes qui ont été enlevées au montage parce que justement Robert Zemeckis trouvait que le film traînait trop et il a quasiment enlevé une demi-heure de scènes du film. Scènes que j'ai pas forcément vues, que j'ai lu un petit peu sur le film. Ça m'intéresse pas forcément d'aller chercher parce que je trouve que le film n'avait de toute façon pas les éléments dans ce scénario pour aller au-delà. Mais j'en parlerai un peu après. Bref, Robert Zemeckis, il sait taffer, ça, on est d'accord. Mais un autre élément aussi qui apporte beaucoup de qualité à ce film et qui fait que je trouve qu'il est toujours très agréable à regarder, c'est le casting qui est excellent. Juste excellent. Le casting de La mort vous va si bien, donc Death Becomes Her, oui j'aime beaucoup le titre américain, décidément je vais vous prendre la tête avec ça, bref, j'arrête les digressions. C'est Meryl Streep qui joue le rôle de Madeleine Ashton. Est-ce qu'on a besoin de présenter Meryl Streep ? Vraiment, excellente actrice. Là, à vue de nez, je l'aime bien dans Le Diable s'habille en Prada. Je trouve qu'elle est excellente, même si je trouve pas le film génial, elle est géniale dedans. Je sais pas, elle a fait les effroyables Mamma Mia dernièrement, donc elle a pas fait que des bonnes choses, mais c'est une très grande actrice. Je crois qu'elle avait joué aussi dans le film Tout ce que je peux dire d'elle, juste en la regardant, qui est aussi un très beau film qui faisait des portraits de femmes, The Hours, où elle est magnifique dedans aussi. Enfin voilà, une actrice exceptionnelle, Meryl Streep. Allez voir sa filmographie, il y a tellement de bons films dans sa filmographie que bon voilà, vous perdrez pas votre nom. Évitez les Mamma Mia, je crois parce qu'ils en ont fait carrément 2 si j'ai pas de bêtises, les salauds, mais c'est une très grande actrice. Et là, dans le rôle, en actrice ringarde, elle est juste très drôle, quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Le spectacle, on voit son spectacle au début du film, Hélène emmène Ernest voir le spectacle au début du film, et c'est une parodie d'autocongratulation d'actrice complètement ringarde, où je vous passe les détails, mais la chanson c'est du genre mais que vois-je dans ce miroir, donc en se regardant elle-même évidemment, elle dit l'image de la perfection, mais c'est à mourir de rire, quoi. Il y a des mecs qui arrivent, moi c'est un moment qui me fait toujours vraiment vraiment rire, quoi. On la voit danser parce qu'ils exagèrent. Il y a un petit côté musical d'abord avec déjà 7-8 danseurs qui débarquent, que des mecs, pour la porter en triomphe et ainsi de suite. Et en fait, ça s'arrête pas, quoi. Ensuite, il y a une partie disco et tout. C'est à mourir de rire. Évidemment, le film assume complètement, puisqu'il y a les spectateurs qui sortent. Rien que quand Hélène et Ernest arrivent à la salle de spectacle, t'as les spectateurs qui sortent déjà en disant qu'elle est complètement finie. Il y a des gens qui sortent pendant le spectacle. Le film insiste bien sur le fait que dans l'univers du film, elle est absolument ringarde. Tout le monde la trouve complètement à la masse.
au début du film. Donc c'est une actrice finie tout simplement et qui s'est complètement perdue dans son égocentrisme. D'ailleurs on comprend plus tard dans le film qu'elle vit vraiment au crochet de son mari chirurgien esthétique. Je sais plus où s'ils sont à Beverly Hills, écoutez, je sais plus la ville où ils sont. Mais bon, tout ça pour dire... le film l'assume complètement, du coup c'est ringard dans l'univers du film, et à regarder c'est à mourir de rire, parce que c'est Meryl Streep qui quelque part se moque d'elle-même, et elle le fait très bien. Et parce qu'elle a toujours été vue comme une actrice très, comment dire, humble et ainsi de suite, et donc aller vers quelque chose comme ça de très égocentré et de l'assumer à fond. Enfin moi je trouve que c'est une séquence, elle est à double tranchant, on peut trouver ça ridicule et pas très intéressant. Moi je trouve qu'ils en rajoutent tellement au bout d'un moment que c'est vraiment très drôle. Bref, et dans le rôle elle est impeccable, dans le rôle de cette mégère égocentrique et sadique. Impeccable. En face d'elle, on a Goldie Hawn, qui joue le rôle de Helen. Alors Goldie Hawn, c'est une actrice qui a un peu disparu d'Hollywood, qui a eu un trou de 11 ans, à peu près entre 2006 et 2017, si je dis pas de bêtises. Elle n'avait plus fait de rôle, elle était un petit peu productrice, elle a fait d'autres choses, je crois. Actrice connue pour avoir fait plein de chirurgie esthétique, et du coup est devenue un peu une sorte de risée à Hollywood à cause de ça, mais aussi connue parce qu'elle a été avec plusieurs, non pas plusieurs, mais avec quelques acteurs, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de qui, c'est la femme de Kurt Russell notamment, ma compagne me l'a dit. J'avais pas forcément cherché, mais on en a parlé, on se demandait ce qu'elle était devenue. Et du coup, on a trouvé un petit peu ce gossip. Donc c'est une actrice qui, grosso modo, a eu un gros pic. Moi, je l'ai connue essentiellement dans les années 90, mais j'ai découvert en cherchant pour cet épisode, oui, c'est clair que mes recherches, c'est sur Wikipédia. Hein. Oui, voilà, tout ce que j'ai dit depuis avant, c'est du Wikipédia. Hein. C'est pas pour faire le malin, c'est juste que j'ai envie de vous parler de ce film. Mais mes connaissances, j'ai pas lu des bouquins sur Hollywood, ainsi de suite, je sais pas de me faire passer pour ce que je suis pas. C'est juste que je trouvais qu'il y avait assez d'éléments sur Wikipédia pour rendre ce film intéressant, vous donner envie de le voir. Mais si vous avez lu des bouquins, ainsi de suite, et que vous voulez m'apprendre des trucs, n'hésitez pas à commenter, voire à faire vos vidéos vous-même et à me les passer, ça m'intéressera énormément. Donc voilà, Wikipédia m'a donc dit que c'était une grande actrice depuis les années 70, elle a notamment été connue, elle a eu un Oscar du second rôle pour le film Fleur de Cactus, que je n'ai pas vu, donc j'ai fait fermer ma bouche. Moi je l'ai surtout connue, comme je le disais, dans les années 90, avec des films comme Un oiseau sur la branche et La mort vous va si bien. Donc, je crois dans comme Un oiseau sur la branche, elle était avec Mel Gibson, qui à l'époque était The Gigastar, qui était en train de tout exploser avec L'Arme Fatale, avec l'arrivée des nouveaux acteurs d'action, que ce soit lui ou Bruce Willis. Donc voilà, elle joue dans un film avec Mel Gibson et dans l'autre avec Bruce Willis, donc autant dire que c'était une actrice très 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 bankable dans les années 90. Et donc voilà, ensuite elle a fait d'autres films, mais j'ai l'impression que c'est une filmographie beaucoup plus discutable que celle de Meryl Streep. Elle permet de faire de choses très intéressantes. Très honnêtement, à part La mort vous va si bien, par exemple, Comme un oiseau sur la branche, c'est loin d'être un grand film de Mel Gibson. Je crois que c'est réalisé par John Badham, si je dis pas de bêtises. Le réalisateur qui avait notamment fait le très 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 bon, très sympathique War Game. Très bon film. Karim Debache avait fait un épisode de... comment ça s'appelait encore c'est pas Chroma, c'est l'émission qu'il avait fait avant sur les jeux vidéo, sur les adaptations de jeux vidéo, zut. Le titre me revient pas, mais si vous avez l'occasion, vous tapez Wargame plus Karim Debache, et vous trouverez une excellente vidéo qui raconte très très bien ce film, très bon film. Donc John Badham, mais honnêtement, Comme un oiseau sur la branche, c'est assez anecdotique, ça reste un film d'action série B des années 90 qui était vendu comme un blockbuster à l'époque parce qu'il y avait Mel Gibson et Goldie Hawn dedans, honnêtement. Donc voilà, finalement une filmographie pas terrible, mais j'ai pas vu ces films des années 70, hein. Si ça se trouve c'était bien meilleur. En tout cas, ma femme me fait remarquer que Goldie Hawn est aussi la mère de Kate Hudson, hein, qui est une actrice dont je connais pas assez la filmographie, donc je vais pas trop en rajouter. Merci chérie. Hein. Donc voilà, je vais pas dire de bêtises, mais Kate Hudson aussi, qui fait plein de films. Je vous laisse découvrir sa filmographie, j'ai pas IMDb sous les yeux, désolé. Donc voilà, mais bon, elle fait partie de la grande famille d'Hollywood, quoi. Et donc, Goldie Hawn dans le film est excellente, je trouve, face à Meryl Streep. Elle se trouve qu'elle se renvoie très bien la balle. Ça, pour la petite parenthèse, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas eu une carrière comme celle, entre guillemets, de Meryl Streep après, parce qu'il me semble qu'elle en avait les capacités. Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait, c'est dommage, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien, en rivale, là, qui veut se venger et qui devient plus vénéneuse encore et sadique que l'original. Elle est impeccable. J'aime beaucoup l'exemple de la scène où, notamment, elle redrague Ernest avec l'aide des mots S, où elle lui dit « Tu sais, avant, j'osais pas dire sexuel. » Sensuelle, une scène qui est vraiment, c'est kitsch, c'est vraiment une scène des années 90, je pense qu'on peut plus faire ce genre de scène aujourd'hui, je pense aussi frontalement, à la fin,
pour symboliser son émoi, le personnage de Bruce Willis, donc Ernest, lâche son verre de whisky et le fait éclater, ça met de l'eau partout. Le sous-entendu n'est pas du tout sous-entendu, hein, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc c'est très très drôle, et je trouve que Goldie c'est une séquence parmi les autres où elle est vraiment très bien, ou comme je disais, la séquence où elle explique son plan, elle est très très drôle. Et donc on a Bruce Willis, qu'on ne présente pas, Die Hard et ainsi de suite, jusqu'à The Expendables, hein, plein d'autres films extraordinaires, les films avec Shyamalan, bref, grand acteur, qui ici, je trouve, et c'est vraiment dommage, remontre à quel point c'est un acteur de comédie, ce mec. Il avait un talent pour la comédie de dingue, et il est devenu un peu une caricature après de lui-même à faire que des films d'action, alors que il est excellent en acteur de comédie, dans le rôle de ce mari bouffé par sa femme, par les femmes en général, qui est devenu une sorte d'alcoolique désabusé. Il est excellent aussi, vraiment, hein. J'ai plein de répliques du film qui me reviennent, et j'avais vu le film il y a longtemps, parce que lui est très bon. Il y a une scène où il dit grosso modo, je vous laisse découvrir pourquoi, parce qu'il y a toute une partie fantastique dans l'histoire évidemment, où il dit c'est un miracle, ou alors on vient de lui apprendre où se trouvait sa femme, et il dit elle va être furieuse. Il est juste très très bon. Ou encore une autre réplique où il dit tu ferais mieux de partir parce que quand elle est comme ça, c'est pas bon signe, hein. Qui fait ce fameux mari complètement dominé par sa femme. Il est magnifique, quoi. Je trouve qu'il est drôle, il est truculent, il amène comme ça tout un côté comédie, mais une vraisemblance en même temps dans les fêlures et dans la fragilité de ce mec. Il est excellent. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ait pas fait plus de comédie dans sa carrière, parce que putain, mais qu'est-ce qu'il est bon! C'est vraiment dommage de l'avoir enfermé comme ça, surtout si c'est pour finir avec des Die Hard 4 et 5 qui sont pitoyables. Enfin voilà, quoi. Et même dans une comédie qu'il a fait dernièrement qui s'appelait Red, c'était un truc sur les retraités en liberté, là je sais plus comment ça s'appelait. Non, je sais plus si ça s'appelait Red. Si, ça s'appelait Red. Enfin, vous voyez, c'est le film où il y a c'est qu'une série de vieux acteurs retraités qui jouent des retraités, des agents spéciaux retraités, où le film en rajoutait à donf dans l'action, c'était absurde au possible. C'était pas mal, hein, c'était pas des mauvais films, mais lui était une caricature de son rôle de John McClane, de super-héros de film d'action des années 90, alors qu'en fait c'est un acteur avec un potentiel comique de dingue. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai l'impression qu'il a... Peut-être que je me trompe, hein, si vous connaissez mieux sa filmographie que moi, vous pouvez me détromper, m'envoyer peut-être des comédies, mais je crois qu'après le début des années 90, pardon, il a vraiment arrêté de faire des comédies. Bon, c'est peut-être lui qui a fait ce choix-là aussi, mais c'est dommage, il était vraiment très bien. Bref, un casting de grande valeur, hein, et qui rajoute une grande valeur ajoutée au film, ça c'est clair. Je trouve que le casting exagère quand il faut, il est à 200%, et il colle parfaitement avec l'aspect un peu cartoon de la mise en scène. Vous verrez, il y a plein d'effets spéciaux qui sont vraiment cartoonesques dans les gestes des personnages, il y a un moment un personnage qui tombe dans les escaliers, vous allez voir comment le film exagère, c'est très réussi. En ayant des sortes de suspensions là, comme on a dans les cartoons, vous savez, le corps qui bondit et qui tombe en faisant plaque, après qui fait des roulades puis rebondit et des choses comme ça. Donc des éléments cartoonesques comme ça qui rajoutent beaucoup de comédie dans le macabre. Encore une fois, c'est très assumé et on voit la maîtrise là de Robert Zemeckis, mais les acteurs aussi sont très bons, je trouve, là-dedans. Alors, il se trouve que paradoxalement, Meryl Streep a dit du film, encore une fois, c'était sur la page Wikipédia, je trouve intéressant parce que moi, je les trouve vraiment à donf dans leur interprétation, les acteurs, dans le film. Encore une fois, j'ai pas vu la version originale, alors peut-être que je me trompe, hein. Je les trouve vraiment à donf, les acteurs. Et elle a quand même dit qu'elle trouvait le tournage chiant à l'époque. J'imagine que comme ils découvraient pas mal les CGI, il y avait un petit côté contraignant qui devait moins plaire à des acteurs qui avaient plus l'habitude de faire avec des effets spéciaux physiques, des effets spéciaux que tu peux voir, hein. Alors là, on commençait un petit peu à être dans le truc fond vert. En fait, le personnage est là, mais il est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus joué sur l'imagination qu'avant. Et ça avait l'air de l'avoir déplu. Et elle trouvait que c'était pas... Elle avait pas envie de remettre ça et de refaire des films à effets spéciaux. Elle a attendu bien 12-13 ans, je crois, avant de refaire un film avec des gros effets spéciaux, si je dis pas de bêtises. Alors, j'entends ce qu'elle dit, et je comprends que ça ait pu la gaver au tournage, mais je trouve que dans le résultat, elle a été d'un professionnalisme impeccable. Il n'y a pas une séquence dans le film, je trouve qu'elle est en deçà de l'intensité de départ du film. C'est impeccable. Donc j'entends sa réserve, mais honnêtement, je trouve que ça ne se voit pas du tout. D'ailleurs, vu que je parle du casting, j'en profite pour saluer de l'excellent doublage français. C'est un des gros kiffs aussi qui fait que j'aime revoir ce film, c'est que je trouve le doublage excellent. Il y a Frédéric Tirmont qui est la voix de Meryl Streep depuis des années et qui la double excellemment bien, aussi bien dans les chansons que dans tout le reste du film. Elle est très très bien. Patrick Poivet évidemment qui fait la voix de Bruce Willis et qui
qui joue parfaitement, qui joue parfaitement son côté comique. En partie, c'est lui que j'entends hein, quand il dit c'est un miracle, ou les différentes répliques que je vous ai dit avant. Hein. J'adore la réplique hein, quand il dit hein, elle va être furieuse. Comme ça, c'est vraiment Patrick Poivet est brillantissime. Il faut vraiment lui tirer son chapeau. Et c'est vraiment dommage du coup que Willy c'est pas encore une fois continue à faire de la comédie parfois, parce que putain qu'est-ce qu'il est bon dans ce domaine. Et on a aussi Monique Thierry dans le rôle de Goldie Hawn, qui joue cette voix un petit peu plus aiguë comme ça, qui fonctionne aussi très 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 bien, et qui arrive à donner un côté sensuel, un côté nasillard aussi. Vous voyez avec le nez, hein, ça que je veux dire, pas nazi, hein, je parle pas de Adolphe et de ses copains là. Oui, je vous prends pour des idiots, je me prends pas pour de la merde. Donc voilà, tout ce côté un petit peu, oui voilà, un petit peu hystérique aussi du personnage est impeccable. Bref, ils sont géniaux tous les trois et c'est vraiment des acteurs de doublage, des comédiens de doublage françaises de grande qualité et ça joue beaucoup sur la qualité du film. J'allais oublier aussi, et je veux le dire, il y a Isabella Rossilidi qui joue dans le film et qui joue de sa plastique, certes dans le film, hein, clairement à l'époque elle était jeune et donc il jouait beaucoup sur sa plastique. Mais je trouve qu'elle réussit bien à donner une grande force au personnage qui est vraiment étrange et qui apporte beaucoup de fantastique au film, et c'est grâce à sa performance, clairement. Dans les deux séquences où elle est là, elle a un côté d'abord mystique, puis un côté, la deuxième fois on la voit, elle passe dans une forme de folie comme ça, des grandeurs, où elle devient presque, elle est à la frontière d'être terrifiante, et ça marche vraiment très bien, et il faut lui rendre ça, en deux séquences, elle arrive à donner beaucoup de personnalité à son personnage. D'ailleurs, elle avait été nominée très justement en second rôle, à différents prix je crois, je sais pas si elle en a eu d'ailleurs pour ce film, mais j'aurais pas été choqué parce que je trouve qu'elle donne beaucoup de présence. J'ai vu ce film en 92 comme je vous le disais, et plus de 20 ans plus tard, je m'en souviens bien, je trouve encore que c'est un personnage qui m'avait marqué, au-delà de sa plastique, j'insiste. Même si vous pouvez venir, c'est surtout parce que tu te souviens de ses fesses, non. Là en l'occurrence, c'est parce que le personnage était bon. Voilà, bande de pervers. Bref. Je voudrais encore donner un petit élément, je voulais faire plus court que ça, mais tant pis, j'en parlerai pas 10 fois de ce film de toute façon. La musique d'Alan Silvestri. Alan Silvestri, c'est... Avant ce film, il avait fait la musique extraordinaire de Predator, sur lequel je ferai un après le film un jour ou l'autre, c'est sûr, c'est réglé, c'est acquis. À moins que je canne avant, vous aurez une vidéo sur Predator, c'est certain. Et si vous aimez le film Predator, il y avait une excellente vidéo du Fossoyeur de film, je vous encourage à la voir, elle est passionnante. Je ferme la parenthèse. Et donc la musique de Predator, extraordinaire musique de Predator, elle était faite par Alan Silvestri avec un effet que j'avais trouvé génial, où il avait trouvé un instrument je sais plus où il avait trouvé cet instrument-là, qui faisait une sorte de bruit un peu sourd de bois, comme ça, c'est une sorte de truc qui faisait... Et ça donnait beaucoup de côté, ça donnait un côté jungle, un côté sauvage au film. Je veux pas développer son Predator, mais c'est pour dire, Alan Silvestri, il a inventé des trucs depuis des années, et il fait encore des musiques de films aujourd'hui. C'est notamment lui qui a inventé le fameux thème d'Avengers, le fameux, non je vais pas vous le faire à la bouche, vous le connaissez, l'excellente musique de Captain America Civil War, et l'excellente musique de Avengers Infinity War, et notamment cette fin sur laquelle je vous ferai un prochain concept d'émission qui s'appelle Une idée, une minute, le cinéma en une idée et une minute. Vous verrez, vous allez voir, ça va être très sympa, avec de l'image et tout, ouais, je vais m'énerver un petit peu, il est temps, où je vous parlerai notamment du dernier plan d'Infinity Wars, et de l'extraordinaire choix d'avoir mis un violoncelle seul à la fin. Je reviendrai dessus à l'occasion. Bref, un génie. Et là, j'ai envie d'en vous parler, pas seulement pour vous parler de sa filmographie, mais parce que la musique de La mort vous voit si bien est excellente. Et c'est une musique truculente et fantastique, une musique enjouée et dramatique. Le thème principal est inoubliable, j'insiste. J'ai vu ce film quand j'avais 12 ans, j'en ai 39 quasi, et je me souviens de ce thème parfaitement. C'est juste ça, réussir son boulot. C'est un de ses meilleurs boulots pour moi, La mort vous voit si bien. Même si c'est pour un film qui est certes oubliable quelque part. Et je vais en parler dans mon bilan, mais ce fameux petit air de violon, c'est juste exactement ça. C'est exactement la musique qu'il fallait pour ce film. J'en ai des frissons quand j'en parle, parce que quand on arrive à ce niveau de maîtrise et de compréhension de ce qu'on raconte avec son médium artistique,
c'est juste impressionnant, ça. Moi, ça me file le vertige, parce que réussir à tel point à faire autant de musique de film, c'est un type qui fait 2 ou 3 musiques de film par an depuis des années. C'est exceptionnel d'avoir un tel débit, et il y a une justesse et une compréhension de ce qu'il fait, et de comment transmettre de l'émotion à travers sa musique de cinéma, phénoménal. Bref, j'avais besoin de vous le dire, Alan Silvestri est à la musique, rien que pour la musique, ça vaudrait presque le coup de mater La mort vous va si bien, mais je vais finir dans mon bilan en disant un petit truc quand même. Parce que oui, c'est un film que j'aime bien sur plein de points, ayons un peu de recul tout de même. La mort vous va si bien est un peu plombé par un dernier acte, finalement que je trouve pas très intéressant. Le début du film a vraiment de grosses ambitions, hein, comme je vous disais, avec une mise en scène qui fait beaucoup de mise en abîme sur le thème de l'image et de la superficialité, sur l'importance, entre guillemets, qu'on accordait de plus en plus à la chirurgie esthétique, notamment au début des années 90, et alors en 2000, on est proche des années 2020, vous n'allez pas me contredire en disant qu'on accorde de plus en plus tous une importance beaucoup trop grande à notre image. Toute cette ambition du début du film se dégonfle un peu vers une conclusion qui est un peu sans relief. Globalement, la mort vous voit si bien, c'est un film qui a pas grand chose à dire. Je crois pas que Robert Zemeckis avait grand chose à dire sur ce thème, il trouve juste ça superficiel, et quelque part, il s'en moque. Et c'est vrai, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Vous inquiétez pas, hein, quand le film est sorti, le film a été taillé pour ça, hein, et à juste titre. Franchement, à juste titre. Même les scènes que j'avais lues, la fin alternative ou les scènes rallongées, ne changeaient rien au discours du film, et finalement, allaient pas très loin dans ce que le film avait à dire. Il y avait beaucoup mieux à dire avec un tel début, d'ailleurs. Mais visiblement, c'était pas le cas. Mais c'est pas trop grave. J'ai pas de regret là-dessus, parce que perso, je trouve que c'est une comédie vraiment sympathique. Parce que le taf a été fait de manière sérieuse et inspirée. C'est pas génial, mais c'est inspiré. Et je trouve que c'est inspiré à tous les niveaux. Le réalisateur a eu de bonnes idées par moment, l'équipe technique a fait des super trucs au niveau des effets spéciaux, les acteurs étaient à 200% et ont proposé des choses intéressantes, le compositeur a fait une super zik, et l'équipe de doublage en France a fait un super taf. Du coup, c'est pas un grand film, mais c'est un vrai bon moment. Qui aurait voulu être prétentieux, certes, sur ce qu'il a à dire sur la chirurgie esthétique et sur le rapport à l'image, et qui au final est sans prétention, mais ça reste un film vraiment sympa, moi je vous le conseille. C'est un film sympathique, La mort vous va si bien, on passe un bon moment. Alors pour la petite anecdote, que je rajoute rapido là, j'ai découvert ça sur Wikipédia évidemment, hein. Donc encore une fois, je suis en train de vous dire, n'écoutez pas ce que je vous raconte, allez sur Wikipédia. Non, c'est pas vrai. Si je le raconte de ma voix suave, c'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Donc bref, tout ça pour dire, le film est devenu un porte-étendard ces dernières années, depuis à peu près 10 ans, je dis pas, du mouvement drag queen, et oui. Parce que les drag queens, a priori, se reconnaîtraient dans ces deux femmes un peu exubérantes et un peu folles, qui veulent combattre la nature, c'est-à-dire ne jamais vieillir, quoi, tout simplement. Et ça renvoie un petit peu, j'ai l'impression, c'est mon interprétation moi, peut-être que je dis des bêtises, hein, vous pouvez me contredire, il n'y a pas de souci, que c'est un peu l'archétype du drag queen populaire. Celui qui veut être... Le drag queen est quelque part exubérant et voudrait atteindre une féminité qui est celle des femmes, tout simplement, tout en étant un homme, mais avec une forme d'exubérance comme ça dans tout. On va dire que le drag queen, c'est un petit peu la femme exagérée, caricaturale, mais qui l'assume complètement, qui aime être ça. Et en l'occurrence, du coup, le film est un peu ça. Je comprends qu'on puisse le voir comme ça. Pour la petite parenthèse, l'émission de RuPaul qui s'appelle RuPaul's Drag Race, que ma femme m'a fait découvrir, je ne connaissais pas du tout, m'a fait comprendre ça. C'est vraiment c'est pas des gens qui veulent être travestis à proprement parler, ou qui veulent être simplement des hommes frustrés parce qu'ils deviennent des femmes. Non, c'est des gens qui aiment être en femme et qui aiment des femmes exubérantes tout en restant des hommes. Ça leur pose aucun problème. C'est aussi toute cette forme de féminité exubérante, exagérée, caricaturale qui leur plaît. Et qu'ils assument complètement. Et du coup, je comprends tout à fait que le côté hystérique, un peu folle, mais en même temps combative et drôle, des deux filles qui se détestent cordialement et qui se font une guerre fratricide, maintenant je connais pas le terme pour dire à partir de sœurs, enfin entre deux sœurs qui sont la guerre, quoi, voilà. Je comprends tout à fait que c'est pu plaire à cette communauté-là, qui a pu s'affirmer notamment. Il faut vous donner juste une échelle d'idée du phénomène drag queen. RuPaul's Drag Race, ils en sont à la 8e saison. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Ça a énormément de succès, hein. Si vous n'avez jamais vu, allez voir. C'est pour le coup intéressant à découvrir, je trouve.
pour savoir un peu ce que c'est. Alors c'est clair que ce qui est drôle, avec ces petites parenthèses, c'est que je pense le réalisateur et le scénariste auraient imaginé autre chose, j'imagine, pour la pérennité de leur film, que de devenir un film quelque part communautaire. Mais bon, je trouve ça sympa un petit peu de finir sur cette pointe-là, un film qui finit finalement par vivre au travers des années en se transmettant toujours pour des raisons qui quelque part le dépassent. Et ça prouve que le film a des qualités au-delà même de ses défauts et de ses limites de son époque. Et je trouve que c'est tant mieux. C'est un petit peu le rêve de tout artiste, de faire à un moment donné un objet qui va transcender son époque. Et je pense que même si l'artiste, quelque part, a dans la tête, moi-même je suis réalisateur, je m'imagine, j'espère que mon film va me survivre, et mes créations, j'espère si j'en fais d'autres, et d'autres films vont me survivre. Mais souvent, j'ai ce côté égocentrique d'essayer de contrôler le pourquoi ça devrait me survivre. Alors qu'en fait, bien sûr que non, c'est les spectateurs, c'est nous, vous, qui allons nous réapproprier ces objets et quelque part les transformer un petit peu en autre chose, mais parce que à la base il y avait des qualités dans ces films, et comme je l'ai dit avant, La mort vous va si bien a d'excellentes qualités de technique, d'écriture, de réalisation, de jeu d'acting, de doublage et tout, de musique qui méritent de continuer d'être vu, ce film. Enfin voilà, j'en dis beaucoup sur un film finalement qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça me faisait plaisir de vous en parler. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de le voir et que vous allez bien vous amuser à le regarder. Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO. Je vais arrêter de vous squatter pour cette semaine, vous m'avez assez subi. N'hésitez pas à Instagrammer, Facebooker, tweeter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de À voir. Peut-être sur un chef-d'œuvre, peut-être sur un film un peu plus limite, mais qui sera, j'espère, sympathique, ou qui posera des questions, j'en sais rien. On laisse la porte ouverte à de toutes nos fantaisies, comme on dit. Allez, à bientôt les amis, à bientôt. Ciao, ciao.